Hello beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée cette semaine à une demande qui m'a été faite par une jeune femme que je connais depuis assez longtemps qui, quand elle m'a envoyé un message pour qu'on se parle, m'a dit « Mon boss me parle très mal et je ne sais pas quoi faire ». Nous allons voir ensemble que ça n'est pas le seul problème, qu'il lui parle mal. Ça s'élargit beaucoup plus à un ensemble de comportements. Ce que je vais faire dans cette chronique, c'est d'abord commencer par vous proposer un certain nombre de verbatims de cette personne que j'ai noté, bien évidemment en protégeant la confidentialité de son job, de son entreprise. Ensuite, je vais vous proposer une analyse de ce qui, pour moi, se cache à l'intérieur de ces mots, une analyse de la situation. Et enfin, je vous proposerai un plan d'action qui, je l'espère, pourrait être utile à d'autres personnes dans ce même genre de situation. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces chroniques hebdo, et pour ceux qui les regardent en vidéo, par exemple en étant abonnés sur YouTube, vous allez peut-être vous dire, tiens, c'est bizarre, c'est pas exactement le même cadre. C'est normal, je ne suis pas chez moi en Espagne, je suis en France. En fait, j'y suis même depuis le début de la semaine, avec d'abord une mission dans une très belle maison de champagne avec un codir, puis cette semaine une mission avec un service de communication dans une grosse société d'assurance, et enfin la semaine prochaine, une mission dans un poids lourd de la tech. C'est vraiment ce qui fait plaisir dans mon boulot, c'est de passer comme ça dans des contextes différents, avec des personnes différentes, avec des fonctions différentes. J'adore mon job, et c'est ce qui fait aussi que je fixe mon attention là-dessus, plutôt que sur le fait que je suis loin de chez moi, dans un pays où il fait quand même beaucoup moins beau. Je comprends maintenant pourquoi, quand j'avais des personnes de France au téléphone, elles me disaient « Tu peux pas savoir, c'est vraiment lourd le temps qu'il fait. » Je confirme, et je vous plains de tout mon cœur. Donc, revenons à notre question maintenant de cette personne qui m'a appelé pour me dire « Voilà, mon manager me parle extrêmement mal. » La première chose que je vais vous faire, c'est vous donner un certain nombre de phrases que j'ai notées mot à mot sur la manière dont cette personne décrit la situation. Pourquoi je fais ça ? Pour vous inciter, lorsque vous-même vous êtes dans une situation compliquée, à prendre des notes et à lire ensuite vos verbatims pour vous rendre compte de comment vous parlez de la situation, parce que cela, c'est l'illustration immédiate de la manière dont vous analysez, pensez, interprétez cette situation. Et c'est la première clé pour pouvoir changer votre manière de voir cette situation et donc ensuite d'agir sur la situation. C'est changer la manière dont nous parlons, les mots que nous utilisons. La première chose qu'elle me dit, c'est « Écoute, c'est une ambiance un peu bizarre, mon chef est en limite burn-out et il se met à parler très mal aux gens. » Là, il y a 3 choses qui m'intéressent. C'est que vous allez voir que tout ce qu'elle décrit, c'est pas du tout une ambiance bizarre, ce sont une situation tout à fait inadmissible, plus que bizarre, très inconfortable, voire tout à fait désagréable à vivre. Bizarre est une minoration. À mon avis, c'est déjà un des pièges. Ensuite, elle dit « Mon chef est en limite burn-out ». En fait, pourquoi est-ce que tu t'occupes de l'état que tu interprètes de ton chef, alors en faisant ça, tu risques de ne pas te prendre toi suffisamment au sérieux, de ne pas te centrer sur ce qui t'arrive. Et enfin, troisième chose, il se met à parler très mal aux gens. Vous allez voir dans la suite des verbatims que c'est pas uniquement parler. Je lui demande de me donner des exemples, et elle me décrit par exemple « Je suis en télétravail, il me reproche de l'avoir dit, mais pas écrit, et il se met à hurler que c'est du foutage de gueule, et on peut pas travailler comme ça, c'est pas possible. » Ou bien il me fait revenir en urgence sans dire ce qui se passe, et puis il me fait poireauter 2 heures, et il s'en va. Et quand elle se plaint, il lui dit « Tais-toi, t'es corvéable à merci. » Ou bien, troisième exemple, elle me dit « Il a une manière de parler assez méprisante, voire humiliante. Il me demande un travail très volumineux avec un timing très serré, et quand j'alerte, tout de suite, il me répond « Arrête de râler, t'es chiante. » Le mot est « t'es chiante ». Pas de compliment, il ne fait pas cas de mon travail. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, oui, comment est-ce qu'on définit un comportement méprisant, voire humiliant ? C'est pas simplement est-ce que c'est désagréable à entendre ou pas, parce qu'on pourrait tout à fait dire que recevoir un reproche de manière non méprisante, de manière tout à fait ok, n'est pas agréable. C'est pas ce qui définit un comportement méprisant ou humiliant, c'est est-ce que quand la personne parle à une autre personne,
est-ce qu'elle se met au-dessus en termes de valeur? Est-ce qu'elle s'accorde plus de valeur? Je reprends l'exemple de « arrête de râler, t'es chiante ». Le verbe être englobe toute la personne à laquelle je parle et il est accolé à un adjectif qui, lui, est tout à fait critique, il est même grossier. Donc, c'est toute la personne qui est englobée dans « t'es chiante ». C'est une définition d'un comportement qu'on appelle plus, moins. Je me mets au-dessus, tu es chiante, je rabaisse ta valeur. Donc ça, c'est tout à fait interdit. C'est pas le seul exemple. Quand je demande à cette personne, est-ce qu'il n'y a qu'avec toi que ça se passe? Pas du tout pour excuser potentiellement ce comportement, même avec une seule personne, c'est inadmissible, mais simplement pour avoir une idée du contexte, elle me dit non, pas du tout, il n'y a pas qu'avec moi. Cette personne elle dit, depuis qu'il est chef, ça s'est dégradé, ça ne concerne pas que moi, alors que les gens bossent beaucoup, il leur dit souvent, fais pas ton Calimero. Rebelote, c'est toute la personne qui est englobée avec cet adjectif qui rabaisse la valeur de la personne. Tout ceci, c'est les mots qu'elle m'a dit. Mais il y a une chose que vous n'entendez pas forcément. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé pendant qu'elle me décrivait toute cette situation, c'est qu'elle parlait bas. Il y a même des fois où j'ai dû lui faire répéter parce que je n'entendais pas ce qu'elle me disait au téléphone. Et quand je lui demande, mais pourquoi est-ce que je t'entends pas, est-ce que tu veux bien parler plus fort? Elle me répond toujours en chuchotant, non, faudrait pas qu'on entende ce que je dis, on sait jamais ce qui pourrait se passer. Et donc, quand j'ai commencé à discuter avec elle, elle me dit, oui, tu comprends, je suis complètement flippé, voilà un mot qu'elle a utilisé. Beaucoup de gens ont peur, ça a des répercussions potentielles sur ton job, il y a des gens qui pourraient se faire virer. Et elle me dit aussi, surtout Aurélien, fais attention à ce que tu dis, il ne faudrait pas qu'on sache que je t'ai parlé. Voilà pour la présentation de la situation dans les mots de la personne qui m'a appelé. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un certain nombre de points d'analyse, vu de ma fenêtre, bien évidemment, sur ce qui peut être en train de se jouer. Premier point, j'en ai déjà parlé, c'est que cette personne, au lieu de se centrer sur elle-même, d'utiliser ses émotions, de réfléchir à son interprétation de la situation, de réfléchir à ses comportements, la première chose qu'elle fait, c'est de se décentrer et de chercher à se mettre à la place de son boss, avec qui, elle dit, j'avais avant d'excellentes relations, et elle cherche à se mettre à la place de son boss en disant oui, ben c'est parce que il est peut-être en bord burn-out, ça doit être compliqué pour lui, etc. Donc elle cherche un certain nombre d'explications au comportement de cette personne. Oui, mais le problème, c'est que ces explications, d'abord, ne sont pas utiles pour ce qu'elle doit faire, elle, pour elle-même. Ensuite, ces explications risquent très très vite de glisser en forme de justification, voire d'excuse de ces comportements. Or, ces comportements sont inexcusables, quelles que soient les circonstances. La deuxième chose importante pour moi dans la manière dont elle présente cette situation, c'est que cette personne s'est coupée de son émotion authentique. À un moment, elle me dit « Oui, tu comprends, j'en ai vraiment marre ». Et là, elle est dans l'émotion authentique, l'émotion juste, qui est celle tout à fait légitime à ce moment-là, qui est l'émotion de la colère. Ce comportement que je dois subir, auquel je suis confronté, est tout à fait inadmissible. Et donc ma colère s'allume parce que la colère, c'est l'émotion qui dit il y a quelqu'un qui, par ses comportements, pénètre nos frontières, fait quelque chose qui n'est pas OK pour nous, warning. Et deux, c'est une émotion qui nous donne l'énergie pour rétablir nos frontières, faire respecter nos frontières. Truc intéressant pour moi, parce que justement je venais checker le rapport qu'elle avait à la colère, je lui dis mais imaginons que ce soit un de tes collègues qui emploie ce genre de phrase à ton égard. Comment est-ce que tu réagirais? Elle me dit bah j'ai un exemple, ça s'est passé et immédiatement j'ai envoyé un mail en mettant plein de gens en copie, donc les managers, et en disant ceci est inadmissible, et elle dit j'ai haussé le ton très sérieusement et son comportement a changé. Donc elle sait utiliser la colère pour faire respecter et faire que les personnes en face changent leur comportement. Et toujours en y réfléchissant suite à mes questions, elle dit d'ailleurs, d'autres de mes collègues, face à ce manager qui a ces comportements méprisants, ont dit maintenant ça suffit, et immédiatement ça s'est calmé. Donc en fait, elle a bien cette conscience que utiliser sa colère a des effets positifs. Elle en a conscience suite à mes questions, c'est pas immédiat. Parce que l'émotion colère, dans son cas, est tout à fait masquée, écrasée par un sentiment
masquer, enfin un sentiment qui n'est pas le sentiment authentique, qu'elle a développé presque pour cacher cette colère, c'est l'émotion, le sentiment angoisse. Qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est la différence entre angoisse et peur. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et si je fais ça, alors comment est-ce qu'il pourrait réagir? Alors quelles pourraient être les conséquences sur mon job? C'est toute la différence entre une angoisse et une peur. D'ailleurs, je lui ai demandé, est-ce que si jamais tu disais ça suffit, est-ce qu'il y aurait un risque pour ton intégrité physique? Est-ce que cette personne pourrait faire preuve de violence, peut-être pas directement à ton égard, mais je sais pas moi, claquer une porte, jeter un objet, et donc tout ceci c'est de la violence physique, c'est du passage à l'acte. Elle me dit non, il n'y a aucun risque là-dessus, pas du tout ça qui pourrait se passer, probablement que on en restera à les comportements que je t'ai décrits. Donc, quand on est sur du « et si » des conséquences potentielles, on est dans des angoisses, et avec ça, on est en train de s'enfermer dans une impasse. Parce qu'en fait, c'est le troisième point qui me frappe et que je veux vous montrer dans cette situation, et qui, je crois, se reproduit dans d'autres situations où nous tous, nous pouvons à un moment ou à un autre être confrontés à quelque chose qui ne nous convient pas du tout. Le troisième problème, c'est un problème de contrôle au mauvais endroit, ou de tentative de contrôle au mauvais endroit. Cette personne fait l'erreur classique de chercher à contrôler une des trois choses qui sont incontrôlables. L'avenir, quand elle se dit « mais alors qu'est-ce qui pourrait se passer ?» Les réactions, sentiments, émotions, comportements des autres, quand elle dit « mais comment est-ce qu'il pourrait réagir, qu'est-ce qu'il pourrait se dire, qu'est-ce qu'il pourrait faire ?» Et enfin, la troisième chose qu'elle essaye de contrôler en vain, c'est le passé, quand elle dit « oh là là, mais ça fait trop longtemps que ça dure, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire ?» Ces trois choses, l'avenir, le passé et les réactions des autres, étant par définition hors de notre contrôle, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus nous essayons de le faire, plus notre cerveau enregistre que nous sommes impuissants, qui est extrêmement désagréable et angoissant pour nous, et en plus, au bout d'un moment, il en finit par devenir critique. Par exemple, à un moment, elle termine en disant « oh là là, je suis vraiment trop nul ». Quatrième point important pour moi dans cette situation, c'est, vu de ma fenêtre, que cette personne qui m'a appelé a une confusion, un vrai problème dans la définition de l'autorité. Elle dit qu'elle peut utiliser, c'est ok pour elle d'utiliser sa colère vis-à-vis de ses collègues. En revanche, vis-à-vis de son boss, là, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Et pourquoi est-ce que je ne veux pas? C'était pas mon job dans cet entretien de faire apparaître ça. Mais je crois qu'une des choses intéressantes, c'était de se dire, mais c'est quoi la définition d'une autorité saine? Est-ce que avoir de l'autorité signifie avoir une position supérieure? Attention, c'est pas une position supérieure, pour moi c'est déjà un poil risqué parce qu'on n'est pas très loin d'avoir une valeur intrinsèque supérieure. Je n'ai pas une position supérieure, j'ai une fonction différente en tant que manager. Et cette fonction consiste à 1. Donner et faire respecter le cadre. 2. Donner et faire respecter le sens. 3. Répondre aux demandes des autres membres de l'équipe tant que ces demandes sont positives, pas dans la plainte, une demande positive, je veux ça, une demande concrète et une demande qui rentre dans le cadre, la mission, le sens et dans mes compétences de manager. Voilà la définition d'une autorité saine vue de ma fenêtre. Donc, dès que quelqu'un a des comportements qui ne respectent pas cette définition, on n'est plus dans une autorité saine. Point. Cinquième élément fondamental pour moi dans la situation qu'elle décrit. Cinquième élément, c'est le fait que, évidemment, comme quasiment tout le temps dans ce genre de cas qui me sont décrits, le problème est beaucoup plus large que les comportements de cette personne, de ce manager. C'est un système qui est toxique, qui est dysfonctionnel. Plusieurs indices de ça. Je lui demande, mais est-ce que tu es allé voir la RH? Et elle me dit, en fait, chez nous, il n'y a pas vraiment de RH, de DRH. En fait, la RH, c'est plutôt une sorte de gestion du personnel qui est plutôt en charge des vacances, des congés et des salaires. Donc, évidemment, pas de personnes dont c'est la compétence, auprès de qui je peux aller chercher de l'aide, de l'appui, du conseil, et aussi pas de personne qui peut avoir cette position de pilotage des ressources humaines et qui peut donc
lancer des alertes et avertir des conséquences en cas de non-intervention, par exemple, du N+2. Et en parlant du N+2, quand les collaborateurs de cette personne avec des comportements inadmissibles sont allés voir le N+2, eh bien, ils ont reçu une réponse comme du style, attendez, je vais même reprendre ces mots, oh, tais-toi, il se passe rien, fais ton boulot. Donc, pour moi, c'est évidemment, vous voyez bien que c'est quelque chose qui dépasse largement le cas d'une personne, c'est un système qui contribue à faire émerger ce genre de comportement. Ça ne veut pas dire que la personne est excusable, ah bah non, c'est pas de sa faute, c'est le système. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis simplement que intervenir juste sur cette personne, comme par exemple, je peux le voir dans certaines entreprises où on licencie la personne au comportement toxique de harcèlement, ben, ça ne suffira jamais. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tout le système qui devra bouger. Le système tolère ce genre de comportement, ça signifie quoi? Ça signifie que ce genre de comportement n'est pas immédiatement sanctionné dès la première fois, et donc le cerveau de la personne enregistre, bah, donc je peux le faire puisque il ne s'est rien passé. Ça, c'est pour les leaders, mais il y a aussi autre chose, c'est que les personnes qui sont en position de subir de recevoir ce genre de comportement toxique, bah, ne disent rien. C'est bien tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils contribuent eux aussi, et je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais ils contribuent eux aussi à entretenir le comportement de harcèlement. Troisième et dernière étape de cette chronique, après la description de la situation dans les mots de la personne, après l'analyse que je vous propose d'un certain nombre de points sur lesquels, à mon avis, il faut porter notre attention, et comment est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le plan d'action possible? La première chose qui m'intéresse, et je reviens un petit cran en arrière sur justement les verbatims de la personne, elle me dit, alors quoi, tu penses qu'il faut foncer dans le lard? Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que c'est une image de violence physique. Et donc c'est une exagération. Évidemment, il ne faut pas foncer dans le lard, presque ça signifierait adopter le même genre de comportement que la personne en question. Donc évidemment, ça n'est pas ça qu'il faut faire. Et comme tant qu'on continue à employer ce genre de métaphore, eh ben on va pas passer à l'action parce qu'on va dire mais moi je veux pas faire ça, je veux pas foncer dans le lard. Donc, il ne s'agit pas de foncer dans le lard. La solution, pour moi, la plus immédiate, la plus évidente, c'est de se réconcilier avec sa colère et de l'utiliser. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait donner? Première étape, dire que l'on est en colère contre un comportement. On n'est jamais en colère contre quelqu'un, on est en colère contre un comportement. Et il ne faut pas utiliser des mots minorants tels que je suis agacé, c'est pas agréable. Non, je suis en colère contre ça que tu fais. En l'occurrence, ça pourrait être je suis en colère contre la manière dont que tu as de me parler, trop souvent, quand tu emploies des phrases qui sont rabaissantes, et soyez le plus concret possible. Par exemple, quand tu me dis t'es chiante, c'est un mot grossier, insultant et qui englobe toute ma personne. Quand tu dis t'es corvéable à merci, de nouveau, tu me rabaisses en disant ça. Et tous les exemples que vous avez, les plus concrets possibles, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir pris des notes pour bien utiliser les mots de la personne. Fais pas ton Calimero. Autre exemple qui m'avait été donné par cette personne. Une fois que vous avez dit que vous êtes en colère et contre quoi vous êtes en colère, dites vous êtes en colère parce que, et vous donnez votre interprétation de ce que vous ressentez, de ce que vous analysez. Par exemple, donc je suis en colère contre ça que tu dis, contre ça que tu fais, et je suis en colère parce que du coup, moi, je me sens méprisé, humilié, rabaissé, je ressens une pression exagérée sur mon travail, j'ai pas le temps de faire tout ce que tu me demandes, ça ne tient pas, et donc je m'angoisse sur la qualité du travail que je vais finir par rendre. Ça va, c'est clair? Dans tout ce que je viens de dire, je ne parle que de moi. Il est interdit parce que très risqué, de commencer à se mettre du côté de la personne en face avec les meilleures intentions du monde et de dire par exemple, j'imagine que pour toi aussi en ce moment c'est stressant, etc. Si vous faites ça, alors la personne va commencer à négocier sur votre interprétation de sa situation. Donc ça c'est, obligez-vous à ne pas en parler, et ce qui va vous permettre, quand la personne pourrait éventuellement dire mais non, mais tu devrais pas le prendre comme ça, de mettre instantanément une barrière et de dire mais écoute,
peut-être que toi, tu ne le prendras pas comme ça. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est tout. Ok? Donc, première étape, je suis en colère contre ça que tu fais. Voilà comment je l'interprète. Troisième étape. Donc, ce que je te demande, on va voir que le mot demande est important. Donc, ce que je te demande, c'est dorénavant de me parler comme ceci. Et là aussi, soyez le plus concret possible. Je vous invite à passer en positif et en concret. Ne dis pas, donc ce que je te demande, c'est d'arrêter de me parler comme ça, parce que ça ne dit pas ce que vous voulez. Et le risque, c'est que la personne continue à employer des mots, etc. Peut-être pas ceux-là, mais des mots qui seraient toujours très désagréables pour vous. Donc, je te demande de me parler dorénavant en utilisant des mots comme ça, ou bien vous pouvez dire, en l'occurrence dans le cas de la personne qui m'a appelé, je te demande, si tu as un reproche, une critique à me faire, que cette critique porte systématiquement sur ce que je fais de la manière la plus concrète possible, porte sur mes comportements, porte sur une phrase, et sans jamais avoir un ton qui soit plus proche de la rage que de la colère. Donc que tu me parles calmement. Par exemple, pour donner un exemple, au lieu de « tu fais chier, tu m'as pas prévenu que tu étais en télétravail », que tu me dises « je suis en colère parce que tu ne m'as pas prévenu 2 jours à l'avance, comme c'est prévu à l'intérieur de notre entreprise, de me prévenir que quand tu étais en télétravail, et de le faire par mail ». Il se trouve que, évidemment, l'exemple que je prends est tout à fait volontaire, c'est bien ce qu'elle avait fait. Donc, l'intérêt, c'est de dire votre mode d'emploi, de dire ce que vous voulez de la manière la plus concrète possible. Ok ? Une fois que vous avez dit, voilà quelle est ma demande, est-ce que ma demande est claire ? Et enfin, est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu t'engages à le faire ? Quand vous aurez fait cette boucle-là, il y a plusieurs réponses possibles. Évidemment, la première des réponses, c'est peut-être que ça ne va pas être très agréable pour la personne en face, mais la première des réponses possibles, c'est celle qu'on souhaite tous, c'est la personne dit « Ok, j'ai bien compris ». Peut-être qu'elle va même rajouter « Désolé d'avoir utilisé des comportements, des mots ». Ok. À ce moment-là, surtout faites attention à ça, dites merci. Dites merci, je te remercie de prendre de faire attention à ma demande, de la prendre en compte, et c'est important pour moi de voir que ma demande est importante à tes yeux. Si maintenant la personne vous dit non, je vois pas pourquoi je le ferais, etc. Alors à ce moment-là, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est est-ce que ma demande n'était pas suffisamment claire ? C'est tout à fait possible. Si la personne vous dit oui, je veux comprendre tel truc, qu'est-ce que tu veux exactement, etc. Bon, allez-y. Et ensuite, dites est-ce que maintenant ma demande est claire ? Oui, super. Et donc, est-ce que tu vas le faire ? Ensuite, si la personne vous dit, ce qui peut arriver très régulièrement, dans le cas du manager avec ce genre de comportement, oui, mais tu sais, c'est mon job de mettre la pression à tout le monde. D'ailleurs, moi aussi, j'ai plein de pression. C'est comme ça que ça se passe. Là, il y a plein d'options possibles. Vous pouvez dire, écoute, c'est possible que tu reçoives de la pression. Ben, dans ces cas-là, je t'invite à utiliser la technique que je viens d'utiliser avec toi. Et donc, toi aussi, fais une demande à ton propre manager. Et on a une chance comme ça que collectivement, on arrive à ce que le système change. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est dire, mais écoute, je considère, moi, que non, ça n'est pas ton job de mettre la pression. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui doit se pousser à faire quelque chose, c'est mon job à moi. Toi, ton job, c'est de m'indiquer le sens, le cadre, de me dire ce que j'ai à faire. Dans un ton qui est calme et dans une manière de parler qui jamais ne me rabaisse. Autre, alors encore plus fréquent dans les retours que j'ai des personnes que j'accompagne, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous dise mais tu n'as pas à exiger quoi que ce soit, c'est moi le manager, ça suffit, non mais pour qui tu te prends ? Et là où ça va être vraiment important d'avoir utilisé le mot demande, c'est que là vous allez pouvoir dire mais évidemment je n'exige rien. Et pas simplement parce que tu es mon manager, parce que j'ai pas à exiger quoi que ce soit ici. Ce que je fais, et d'ailleurs c'est le mot que j'ai utilisé, je t'ai dit que je te demandais de faire quelque chose. Est-ce que là, on est OK ? Beaucoup de gens, quand ils entendent une demande, surtout avec le mot de colère au début, vont interpréter ça, vont parfois faire une régression dans leur enfance quand on leur disait « va ranger ta chambre maintenant ». C'est-à-dire que quand ils reçoivent une demande, ils le prennent comme une exigence. Mettez les points sur les i, soulignez qu'il ne s'agit pas d'une exigence
il y a de fortes chances que ça apaise la situation. Encore une réaction possible, la personne en face de vous vous dit « Ok, bah t'es en colère, et ben moi aussi je suis en colère parce qu'il se passe ça, parce que c'est pas possible pour moi, la manière dont tu te copains, blablabla. » À ce moment-là, utilisez bien évidemment la colère et proposez à la personne de faire exactement ce que vous venez de faire. C'est-à-dire, dites-lui « Ok, donc tu es en colère contre quelque chose que je fais, dis-moi ce que c'est, et surtout, dis-moi ce que tu veux que je fasse à la place. » Enfin, dernière possibilité, la personne vous dit « Ouais, et qu'est-ce qui se passera si je ne le fais pas ?» Alors là, il va falloir avertir la personne que ça va avoir des conséquences sur votre relation. Vous pouvez le faire en disant « Écoute, moi si je te fais cette demande, c'est parce que je veux rester en lien avec toi. Par exemple, je veux pouvoir bosser avec toi. J'aime bosser avec toi, mais pas de cette manière-là. » Première étape. Et si tu veux continuer à faire ce genre de comportement, tu es évidemment totalement libre de le faire. Je n'ai pas d'exigence, je n'ai pas de pouvoir, je ne peux pas t'obliger. Tu es tout à fait libre de le faire. Et moi, il faut que tu saches, que je te dise que ça aura des conséquences. La première des conséquences, par exemple, dans ce cas, c'est que j'irai prendre un avocat. Et j'ai posé la question à un avocat qui m'a dit que si à ce moment-là la personne réagit en disant « Ouais, tout ça, c'est tu me menaces, c'est du chantage », pas du tout. C'est prévu par la loi. Dire « je prends un avocat », c'est simplement annoncer qu'on utilise un droit qui est marqué dans le système français. En conclusion, ce qui me semble le plus important, le plus essentiel dans ce cas, c'est que, et encore une fois, je pense que je ne vais pas me faire que des amis avec ça, il n'y a pas de comportement harcelant s'il n'y a pas en face des gens qui acceptent de manifester, d'utiliser, de se mettre dans des comportements de harceler. Sortir de ces comportements de harceler, ça consiste en général à se réconcilier avec la colère et à utiliser sa colère avec la boucle que je vous ai donnée. Arrêtons d'écraser nos colères, par exemple avec des bouderies, par exemple avec des mots minorants tels que c'est agaçant, c'est compliqué, c'est difficile pour moi, c'est gênant. C'est pas vrai tout ça. Vous êtes en colère. Dites-le. Et enfin, pas non plus au bout d'un moment en escaladant et en partant dans des rages qui, elles, vont aboutir à des cassages de relations. Et par exemple, j'ai vu ça plein de fois dans ma carrière, des personnes qui encaissent, qui un jour explosent et démissionnent. Ben oui, mais en faisant ça, c'est vous-même que vous punissez, et en plus, vous vous êtes privé d'une stratégie qui aurait pu être très efficace. Réconcilions-nous avec la colère. Utilisons-la. La colère, c'est l'émotion qui dit « je veux être en relation avec toi », mais pas n'importe comment. Très bonne semaine.